Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Suite à l'évolution de la situation au Moyen-Orient, sommes-nous au bord d'une guerre encore plus large qui pourrait avoir aussi des impacts à travers la planète, si vous voulez le dire, sur l'économie mondiale, ou plutôt on peut parler de perspective d'une accalmie comme on l'espère. Qui a précisé justement qu'il pourrait y avoir d'impact plus large sur la planète? C'est le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. On va ce soir parler de la situation, de l'évolution de la situation au Moyen-Orient, mais aussi de son impact sur l'économie mondiale. Pour vous parler de ceci, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir Dr Yassine Chazli. Bonsoir Dr Yassine Chazli. Bonsoir. Vous êtes doyen de la faculté de droit à l'université de Ain Shams. Tout à fait. Ravi de vous avoir parmi nous ce soir pour parler du Moyen-Orient, de la situation au Moyen-Orient, mais aussi de l'impact de cette guerre sur l'économie mondiale. Nous allons quand même commencer comme d'habitude avec l'actualité. À la une de l'actualité, il y a quelques petites minutes, un peu moins d'une heure, c'était une première réunion du Conseil de sécurité sur la coopération avec le Conseil de coopération du Golfe, le CCG, et qui regroupe effectivement l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, le Koweït et Bahreïn, ainsi qu'Oman certainement. Une première réunion qui a parlé justement de la situation, lors des discussions. Le CCG a appelé le Conseil de sécurité à prendre des mesures efficaces pour mettre immédiatement fin aux attaques contre les États du Golfe, tout en soulignant leur volonté, ou plutôt la volonté des États membres du Conseil de coopération du Golfe de maintenir des relations encore plus maintenir les relations entre le Golfe et l'Iran. J'aimerais bien rappeler également que les discussions portaient sur la prévention des conflits, la médiation, la réponse humanitaire et le maintien de la paix dans la région. Les participants ont également convenu de renforcer le partage d'informations et la coordination stratégique face aux menaces régionales émergentes. Dans ce contexte, les Nations Unies ont appelé toutes les parties à mettre fin aux hostilités au Moyen-Orient, soulignant que l'Iran a violé la souveraineté internationale des pays du Golfe et de la Jordanie. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une déclaration présidentielle reconnaissant le rôle du CCG dans la promotion de la paix et de la stabilité régionale. Docteur Yassine, on parle d'une première réunion entre le Conseil de sécurité de l'ONU et le Conseil de coopération du Golfe. C'est-à-dire, c'est le Conseil de coopération du Golfe qui s'adresse au Conseil de sécurité, qui s'adresse à l'ONU pour mettre fin aux hostilités, aux agressions, aux attaques contre ces pays. Est-ce que là, il faut bien aussi rappeler que cette réunion intervienne au lendemain, si vous le voulez bien, des déclarations de Donald Trump lorsqu'il s'est adressé à la nation, encore des déclarations. Nous allons revenir justement pour parler de ces déclarations, mais j'aimerais bien tout d'abord parler de cette réunion. Quel regard vous portez justement sur ces réunions? Tout d'abord, merci de m'avoir invité. Merci. Alors, répondant à votre question par rapport à cette réunion, moi je vois que c'est une réunion assez tardive. Donc la réponse, elle était quand même commencée par une réponse régionale, par le biais du Conseil des Golfe et les pays arabes, et même une conférence des pays islamiques. Donc on avait des déclarations de condamnation de cette intervention de cette intervention qui était quand même menacée, qui a frappé les pays du Golfe. Et on a aussi vu de plusieurs visites de la part de pays qui sont des pays très impliqués pour le maintien de paix dans notre région. L'Égypte, tout d'ailleurs, et ainsi la Turquie, qu'ils ont fait des efforts de médiation et aussi des efforts de maintien de paix dans la région. Donc en attendant cette intervention, cette réunion de Conseil de sécurité, donc on parle maintenant, nous sommes dans la 5e semaine, depuis le commencement de ces guerres de mars de 2026 qui a été menée par les États-Unis en tant que l'État d'Israël. Et donc on a entendu l'ONU, le Conseil de sécurité quand même qui était chargé de maintien de paix, et ça fait partie de son mandat, de faire une telle intervention ainsi plus tôt. Mais comme je viens de commencer, c'était une réunion, une réponse assez tardive, mais en espérant
que même s'il n'y a pas de résolution adoptée par le Conseil de sécurité pour mettre fin à ces conflits armés dans notre région, mais on commence en parlant, on partage des avis et on confirme aussi la souveraineté des pays du Golfe, qui sont tout à fait des pays frères pour l'Égypte, mais on n'a pas vu encore de mesures effectives qui rappellent tous les pays pèlerins de mettre fin à ce genre d'hostilité et surtout le frappe des pays du Golfe et des frappes quand même de lieux qui sont par nature civile, oui. Comme des hôpitaux, comme des hôtels, comme par exemple des aéroports. Des installations tout à fait civiles, justement, et stratégiques de ces pays du Golfe. Avec la guerre menée entre l'Iran et les États-Unis et Israël. Oui, justement, au-delà de tout ce qui est politique, c'est-à-dire les États du Golfe n'ont pas riposté. Il n'y a pas de riposte sur le terrain, certainement. Une première riposte plus ou moins diplomatique, c'est-à-dire que les pays du Golfe, certainement, œuvrent pour justement maintenir cette voie diplomatique. Quel est l'horizon des relations entre les pays du Golfe et l'Iran une fois que cette guerre est terminée? On n'est pas encore à l'horizon justement d'une fin, puisque le président américain a parlé d'encore 2-3 semaines. On ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer, mais c'est-à-dire une fois, si jamais, voilà, il va y avoir une fin plus ou moins imminente. Quel serait l'horizon de ces liens, relations entre les pays du Golfe et l'Iran? Alors tout d'abord, cette relation entre les pays du Golfe et l'Iran, c'est une relation historique à la fois et en même culturelle. Les pays du Golfe et l'Iran, ils partagent beaucoup d'histoire et aussi, depuis quand même la civilisation islamique, et aussi ils partagent aussi beaucoup de choses d'une manière culturelle, c'est-à-dire de partage aussi la nature de vie, ils partagent aussi ils partagent de ressources économiques. Par exemple, prenons l'exemple du Qatar. Le Qatar qui était le premier producteur du gaz, il partage le plan du gaz du Nord avec l'Iran. Donc il ne s'agit jamais rien pour le Qatar d'être en conflit avec l'Iran. Et aussi, on sait bien qu'une grande partie des pays du Golfe, ils ont des relations à la fois religieuses aussi avec l'Iran. Donc les pays du Golfe, ils n'ont aucun intérêt d'entrer dans un conflit armé avec l'Iran. Et ça, pour des raisons, comme je viens de le dire, à la fois historiques, religieuses et même culturelles. Mais les pays du Golfe, en quelque sorte, ils étaient pris en otage. Parce que Israël et les États-Unis ont lancé d'une décision individuelle ce genre de guerre, et là on vient que le pays du Golfe était frappé par l'Iran. Donc au lieu que l'Iran il frappe les États-Unis et Israël qui vient mener ces guerres, il frappe des installations civiles dans le pays du Golfe. Et donc la patience, il est demandée par le pays du Golfe. Il n'y a pas d'intérêt de déclarer des guerres, parce qu'il n'y a pas de guerre sans avoir des objectifs, voilà, a priori. Justement. Donc a priori, il n'y a pas des objectifs pour le pays du Golfe d'entrer dans un conflit avec l'Iran. Et donc, par conclusion, il n'y a pas d'intérêt pour déclarer un acte d'hostilité par le pays du Golfe et même des pays arabes contre l'Iran, à mon avis. Et en plus, la patience elle est demandée. Et pour cela, on vient de voir la patience aussi, la voie diplomatique. Et pour cela, on a vu aujourd'hui cette réunion par le Conseil du Golfe, avec le Conseil de sécurité. Donc il faut renforcer la voie diplomatique, il faut mettre aussi le poids, les pays du Golfe. Les pays du Golfe, ils ont des poids économiques énormes en matière de production de pétrole. Donc ça aussi affecte le continent européen et surtout le continent asiatique, qui était le continent plus frappé par cette crise. Il y a une crise pétrolière à cause de 2-3 hormuz. Et donc la voie diplomatique et la patience, elle est demandée. On n'a jamais voulu que cette guerre être transportée d'une guerre entre les pays du Golfe et entre l'Iran. C'était jamais, aussi prévu. Tout à fait. Donc on parle de voie diplomatique. Tout à l'heure, vous avez parlé
justement de médiation, si vous voulez le dire, entre les lignes. On aimerait bien parler de médiation ou de négociation qui devraient être engagées entre les deux parties après certainement une certaine médiation de pays comme l'Égypte, l'Arabie Saoudite, la Turquie et le Pakistan qui se sont réunis justement pour essayer de trouver une solution. Pas d'issue jusqu'à présent, mais j'aimerais bien rappeler que le chef de la diplomatie, Badr Abdelghati, s'est rendu à Moscou aujourd'hui, porteur d'un message du président Abdel Fattah el-Sisi. Donc, dans le cadre d'une visite officielle à Moscou, le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, a remis un message du président Abdel Fattah el-Sisi au président russe Vladimir Poutine. Le message apporté sur les relations bilatérales, effectivement, le renforcement du partenariat stratégique entre les deux pays, ainsi que la poursuite de la coordination sur les dossiers régionaux et internationaux. Les discussions ont également porté sur des projets clés, notamment la centrale nucléaire d'Al-Dabra, la zone industrielle russe dans le canal de Suez, ainsi que sur la coopération dans le domaine des céréales. Les deux parties ont enfin échangé sur les crises régionales, notamment à Gaza, en Libye et en Ukraine. L'Égypte a réaffirmé son attachement aux solutions diplomatiques. Certainement, docteur Yassine, la question du Moyen-Orient figurait dans les discussions aujourd'hui, certainement, et on peut parler d'une certaine convergence entre l'Égypte et ses partenaires mondiaux et régionaux, certainement, sur la situation, la nécessité de parvenir à une fin plus ou moins imminente de cette guerre. Quels sont les scénarios possibles aujourd'hui? Alors d'abord aussi, il faut rappeler que la guerre, elle n'était jamais la solution de conflit. Soit de conflit entre pays, donc la violence n'était jamais la solution pour n'importe quel conflit. Et la guerre, ce n'est pas la voie normale de résolution de conflits internationaux. Et pour cela, il y a la loi internationale qui joue un rôle primordial pour la résolution de conflits. Soit par le biais des négociations, c'est-à-dire négociations directes entre les deux pays qui étaient quand même en conflit, soit par la voie de médiation, c'est-à-dire qu'on appelle un pays tiers, d'intervenir pour en quelque sorte essaye de réconcilier entre les deux pays en conflit. Et à la fin, il y a quand même le droit international. Et il faut quand même rappeler qu'il existe deux cours. Il existe la Cour internationale de justice qui a un mandat de résoudre et de résoudre le conflit par le biais de décisions qui sont des décisions obligatoires, c'est-à-dire des décisions respectées par le droit international et par les pays membres des Nations Unies. Et alors, donc, il y a plusieurs fois pour résolution de conflits. Non seulement la guerre elle n'était jamais la solution, et la guerre elle n'était quand même pas conçue toujours comme un acte civique ou un acte de civilisation. Donc si on voit quand même la position, si on passe à la position du gouvernement égyptien, l'Égypte est toujours un pays de paix. Et le territoire d'Égypte c'est toujours un territoire de paix. Et donc ça c'est le message que l'Égypte mène. Et la diplomatie égyptienne c'est une diplomatie assez quand même, il a de positions historiques, hein, ça fait partie de la diplomatie la plus ancienne de la région et aussi dans le monde. Et pour cela c'est pas assez, pour moi c'était pas étrange que le ministre égyptien des Affaires étrangères, il a multiplié des efforts, et il a fait plusieurs visites, et même le président Sisi, il a fait plusieurs visites pour le pays du Golfe, pour aussi confronter ces menaces et pour aussi présenter le soutien du gouvernement du peuple égyptien avec le peuple du Golfe, le peuple du pays du Golfe. Et aussi le président Sisi, il a fait plusieurs appels pour le président Trump pour mettre fin à cette guerre qui ne sert à rien, qui affecte non seulement les pays du Golfe et l'Iran, mais aussi affecte le monde. Hein. La crise mondiale, elle est énorme partout. Et donc la diplomatie encore, il a pris de poids, avec une diplomatie effective, une diplomatie qui quand même essaie de résoudre ce genre de conflit, avec de maintenir des relations, ce qu'on appelle multipartites. C'est-à-dire, il ne faut pas prendre une partie contre l'autre. Donc, mais il faut avoir une voie diplomatique multipartite, c'est-à-dire avec la Turquie, le Pakistan, l'Arabie Saoudite. On a vu les ministres égyptiens aujourd'hui ont aussi
Donc il faut appeler, il y a quand même des discussions avec la Chine aussi pour essayer aussi d'intervenir, de mettre avec l'Iran, de parler avec l'Iran. En fait, il faut justement rappeler que l'Égypte qui entretient des relations, de très bonnes relations, il faut le dire, avec toutes les parties, elle lui permet justement de poursuivre la concertation avec les différentes parties pour trouver une solution. Mais bien sûr, il faut avoir, comme je viens de le dire, il faut avoir quand même une diplomatie multipartite, c'est-à-dire il ne faut pas être pour l'un contre l'autre, mais essayer de résoudre, de trouver une résolution équitable et acceptable pour tous les pays dans ces régions. Et pour cela, on est toujours fiers de ce genre de diplomatie, on est toujours fiers que l'Égypte aussi maintient de paix. C'est non seulement c'est un pays qui mène la paix dans la région, on a vu la guerre du Gaza, et on a fait la diplomatie égyptienne, les efforts de président Sisi, il a été consacré par l'accord et mettre fin à cette guerre de Gaza, en espérant que la même diplomatie égyptienne va témoigner, en espérant prochainement un succès pareil. Voilà, on l'espère bien. Et puisque vous avez parlé de Gaza, puisque vous avez parlé de la position égyptienne, des efforts égyptiens justement qui visent à parvenir à une accalmie, surtout à l'écran, c'est bien d'ouvrir là des parenthèses avant de poursuivre avec la guerre au Moyen-Orient. J'aimerais bien ouvrir deux parenthèses ici, l'un sur Gaza, comme vous l'avez, puisque vous avez déjà mentionné Gaza, et une première intervention concernant aussi la Ligue arabe. C'est le Conseil de la Ligue arabe et des États qui a tenu, en fait, le Conseil de la Ligue arabe qui a tenu ce jeudi une réunion d'urgence au niveau des délégués permanents afin d'examiner les récentes violations israéliennes en Palestine, en particulier à Jérusalem, et les discussions portaient sur les restrictions imposées à l'accès aux lieux saints, et notamment la fermeture prolongée de la mosquée d'Al-Aqsa, ainsi que les limitations visant les fidèles chrétiens souhaitant accéder à l'église du Saint-Sépulcre. Les représentants arabes ont également dénoncé l'adoption par la Knesset d'un projet de loi relatif à l'exécution de prisonniers palestiniens qualifiés de mesures racistes et de violations flagrantes du droit international humanitaire. De son côté, la délégation palestinienne a accusé le gouvernement de Benyamin Netanyahou de commettre des crimes graves, appelant à la des juridictions internationales compétentes. Les États arabes ont insisté, suite à la réunion, sur la nécessité d'une mobilisation internationale accrue, plaidant pour des mesures concrètes afin de mettre fin aux violations et garantir la protection du peuple palestinien. Ah oui, donc on a peur que voilà, cette guerre entre l'Iran va mettre à côté la souffrance du peuple du Gaza. Et parce que l'Israël, il n'a pas rempli ses obligations selon l'accord de Sharm el-Sheikh de 2025. Ils ont implanté la première phase de cet accord, mais ils ont mis à côté la deuxième phase. Et comme vous venez de dire, qu'il y a quand même la première phase de violation. Mais ils ont commencé justement de cesser le feu. Hein. Bon, il y a un cessez-le-feu, mais il y a deux phases quand même dans l'accord de Sharm el-Sheikh qui doit être rempli par Israël, mais il n'était pas respecté. Et Israël, il a une histoire très négative en respect du droit international. Mais donc, on a crainte que cette guerre contre l'Iran, il a un autre objectif qui était un objectif caché, de mettre l'obligation d'Israël en derrière, à côté, et aussi ne pas remplir ses obligations selon le droit international, qui va aggraver quand même la souffrance du peuple de Gaza, soit au niveau de l'aide humanitaire, soit aussi par rapport au droit de retour du peuple de Gaza à leur territoire après le déplacement de la guerre de 7 octobre 2023. Et donc ça, c'est un objectif caché. Moi, je crois que c'est un objectif caché de ce genre de guerre. Non seulement la crise pétrolière, mais quand même, là, on ne vient pas de parler dans les médias, on ne vient pas d'entendre le mot Gaza et la souffrance du peuple palestinien à cause de cette guerre contre l'Iran. D'accord, mais c'est intéressant de rappeler aussi, dans ce contexte, encore une fois, d'ouvrir d'autres parenthèses pour parler du Liban, le sud du Liban. Ah bah oui. Et voilà, les pas entrepris par Israël pour arriver au fleuve Litanie, par exemple, voilà. Israël, il profite. Et ça, c'est toujours le comportement de l'État d'Israël. C'est un État qui ne respecte pas le droit international. C'est un État qui est en dehors de droit. Et c'est un État aussi qui cherche toujours d'acquérir des territoires de pays autres, pas des billets de la force. Et je crois qu'Israël doit toujours compris
que la force n'était jamais la solution de maintenir de paix dans la région. Très bien. Les ministres des Affaires étrangères égyptiens, jordaniens, émiratiens, indonésiens, pakistanais, turcs et saoudiens, ainsi que qataris, ont fortement et fermement condamné l'adoption par Israël d'une loi autorisant la peine de mort contre les détenus palestiniens en Cisjordanie occupée, qu'ils jugent discriminatoires et dangereuses. Et ils ont estimé que ces politiques portaient atteinte aux droits fondamentaux des Palestiniens et contribuaient à une situation assimilée à l'apartheid. Ils ont également exprimé une vive inquiétude face aux violations présumées dans les prisons israéliennes. Enfin, ils ont appelé à la désescalade, au respect du droit international, à garantir la responsabilité des auteurs de violations et à renforcer les efforts internationaux afin de préserver la stabilité régionale et empêcher une nouvelle détérioration de la situation. On est dans le même contexte. Toujours dans le même contexte, on vient que cette loi qui a été adoptée, et c'est une loi qui était contredite, en contradiction avec même les principes fondamentaux de l'humanité. Très bien. Juste après la pause, nous allons revenir justement pour parler de la guerre au Moyen-Orient.